Bonsoir à toutes et à tous. Le 3 novembre 2022, j'ai proposé une conversation à la librairie Clé des Mondes à Plélan-le-Grand dans l'Ille-et-Vilaine. Cette conversation a été réalisée suite à l'invitation de Morgane et d'Anne-Grethe, deux chercheuses issues des sciences du vivant. Elles m'ont demandé en effet de réaliser l'étude d'une dizaine de mots issus du champ de l'écologie, que j'ai accepté avec grand plaisir. En attendant la sortie de ma deuxième partie du mot compétence dans la série J'ai des mots à vous dire, ainsi que l'enquête Quel dictionnaire étymologique choisir, je vous invite à découvrir cette captation réalisée dans son intégralité et disponible sur YouTube pour la première fois. Je vous souhaite une bonne découverte. À très bientôt. Alors j'amorcerai cette conversation en remerciant Anne-Grethe et Morgane pour votre accueil, pour cette opportunité de converser avec vous. Et j'utilise à juste escient le mot converser plutôt que conférence-débat. Le mot débat renvoie, il faut le savoir, à l'idée de belliqueux. Ça veut dire qu'il y a dans le débat l'idée de vaincre l'autre. Laissons l'installation se faire tranquillement, tout va bien. Donc merci à vous de m'accueillir pour cette soirée. Et comme je le disais, je vous propose une conversation. Une conversation qui s'appuie d'abord sur une rencontre qui s'est passée il y a à peu près 3 mois de ça. Et l'idée a été de nous amener à revisiter des mots que l'on utilise au quotidien, mais dont on connaît rarement leur sens, leur histoire et leur signification concrète. Alors j'ai pris quelques notes ici, et beaucoup de notes dans ce cahier. Alors j'ai pas tout fait ça depuis tout à l'heure, hein, c'est mon cahier d'études. Mais il y avait comme cette idée de nous faire réfléchir, au sens de nous renvoyer à ce que le mot écologie est amené à donner au quotidien, que ce soit dans la presse, par les chercheurs, par nous, hommes populaires, personnes populaires, c'est-à-dire la population, c'est ceux qui font vivre la langue. Pour bien caler mon intervention, et je me réjouis de la partager avec vous, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer, j'aimerais caler quand même quelques points clés, me semble-t-il. D'abord, j'ai des gros doutes sur cette affirmation posée que la langue est vivante. Je rappelle qu'à mon avis, la seule langue qui soit vivante, c'est celle qui est dans notre bouche. Et qu'ensuite, il faut être vigilant aux métaphores qui viseraient à justifier la manière dont on fait vivre une langue, dont on la détourne, dont on peut même la coloniser, ou la manière dont on utilise les mots pour justifier à un moment donné une opinion, voire une doctrine, pour ne pas dire une idéologie. Et ce que je propose là, finalement, ce soir, c'est d'être en amont même de tout système d'opinion, et même de revenir en amont de la philosophie, et je vous propose finalement de déphilosopher les mots que je vais utiliser. Quand je dis déphilosopher, c'est au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire finalement ne même pas être cherché à mis avec la sagesse, mais rester au niveau le plus simple du mot, c'est-à-dire sa signification. Ça va pour tout le monde? Alors, nous sommes un petit groupe, hein, si vraiment à un moment donné il y a quelque chose ou un mot ou une idée qui vous échappe un peu, soyez à l'aise, vous faites ça, je comprends très bien ce que ça veut dire, d'accord? On interagit, okay? C'est l'avantage de ne pas avoir de table. Je voudrais donc aussi clarifier tout de suite l'amalgame qu'il y a entre la signification et la définition. On dit souvent, voilà, le dictionnaire d'une définition, c'est pas tout à fait vrai. Dans certains cas, oui, mais dans certains cas, non. Il faut aussi bien appréhender qu'une définition, ce n'est pas une opinion. Hein. La définition répond à des lois très simples. Il y a une définition de la définition. Je la rappelle ici en 3 axes clés. D'abord, pour qu'une définition soit une définition, il faut qu'elle respecte un principe de neutralité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas imposer déjà une opinion. Il y a aussi cette idée d'universalité. L'universalité, cela veut dire que, et encore je reste prudent parce que ce n'est pas de moi ces travaux, mais je la garde quand même parce qu'il y a dans la notion d'universalité l'idée qu'une définition devrait être compréhensible dans n'importe quelle culture de la Terre. Chez les Amazoniens, chez les Inuits, chez les Africains, chez les Français, chez les Arabes, chez les Chinois, chez qui vous voulez. D'accord? Si une définition de quelque chose ne peut pas être compréhensible d'une manière ou d'une autre dans une culture, ce n'est pas une définition, c'est autre chose.
Et enfin, il y a le principe d'intelligibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça doit être simple et compréhensible. Cela veut même dire que par intelligibilité, il y aurait l'idée que nous pourrions transposer sous forme d'images simples les mots compliqués, les mots précis qui seront dans la définition. Est-ce que ça va, ça? Donc je ne donnerai pas de définition ce soir, pour faire court. Je me tiendrai aux significations des mots. Mais lorsque vous entendrez des gens qui vous disent la définition de temps, de tel mot, de telle idée, eh bien, vous pouvez tout de suite questionner par ces trois idées, est-ce que c'est neutre, est-ce que c'est universel, et est-ce que c'est intelligible, et vous verrez que 99% du temps, ce n'est pas le cas. Ça va si je vous dis ça? Bon. Très bien. Ensuite, il me semble important de rappeler que la précision des mots, ce n'est pas juste une élucubration intellectuelle qui appartiendra à certains intellectuels dont je pourrais faire partie en rappelant qu'à l'origine, j'ai un CAP mécanique auto. J'ai commencé ma carrière en apprenant à démonter des moteurs. Donc, moi, le gros avantage, c'est que je fais la différence entre une clé à pipe, une clé à laine et une clé plate. Et croyez-moi, la précision des mots vaut au moins la précision des outils ou des instruments. Je prolongerai cette métaphore en disant que finalement, au quotidien, je constate que la majorité des personnes utilisent les mots comme on utilise une pince multiprise pour tout faire. Le problème pour celles et ceux qui bricolent un tout petit peu, c'est que si vous maintenez mal la pince multiprise, vous finissez par ripper l'écrou. Hein, ça a l'air de vous parler, cher monsieur. Enfin, moi, ça me parle carrément, c'est clair. Donc, on ne peut pas utiliser un mot comme on utilise une pince multiprise, pour faire court. Vous voyez comme quoi je prends de nombreuses précautions dans l'amorce de cette conversation. Ensuite, toujours dans cette dimension de précaution, pourquoi est-il important d'utiliser les mots corrects et exacts et non pas les mots figurés? Et c'est ici, je crois, l'un des grands problèmes de la société du XXe siècle, en particulier la société d'après la Seconde Guerre mondiale, dès lors qu'on a une explosion de la pensée, d'ailleurs américaine, largement soutenue par l'école de Chicago, avec tout ce grand courant humaniste, ce grand courant de la psychologie cognitive, ce grand courant de la sociologie, qui va aussi influencer évidemment l'Europe, mais qui renvoie à une idée qui va dépareiller, me semble-t-il, en tout cas qui va presque corrompre notre culture. Eh bien, c'est l'idée qu'on passe par des concepts, on passe par des mots figurés et on en oublie les mots corrects. Exemple, je vais donner 3 exemples très basiques. On se fixe des objectifs pour réussir dans la vie. À cela, je vous réponds, non, on fixe une cheville au mur pour poser un cadre. D'accord ? Rappelant que l'objectif, historiquement, ça veut dire intermédiaire. On peut remplacer le mot objectif par intermédiaire. Et que le mot objectif, au sens figuré, est une métaphore de 1857 qui a été substituée au mot but. C'était ce qu'on appelle c'était la ligne objective qui découlait du plan géométral. Donc, la société du XXe siècle n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ça avec le mot talent, par exemple. On fait de la science avec le mot talent, sauf que le mot talent ne peut pas être élevé de science tant que cela reste une allégorie. On n'élève pas une allégorie au rang de science. Donc les gens n'ont pas de talent, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas une qualité que chacun aurait, donc pouvant comparer à l'autre, si moi j'ai du talent, est-ce que j'en ai des plus que vous? Pose la question, et renvoyant ainsi à toute la subjectivité qu'on pose. Dernier point comme exemple, c'est le mot analyse par exemple, c'est que dès qu'on dit qu'il y a un problème, forcément on analyse. Or non, et de loin, l'analyse venant de la notion d'analyse, du latin analysis, renvoie à cette idée d'identifier des parties individuelles pour retrouver une règle générale. Donc pour qu'il y ait une analyse, il faut qu'il y ait une règle générale. Alors j'ai parfois des contestataires qui m'expliquent que non. À cela, je rappelle dans ces cas-là que si je prends Marie Curie, elle n'a pas pu faire l'analyse de la radioactivité, mot qu'elle a inventé, puisque à la base, elle n'avait pas les éléments pour faire une analyse. Il n'y avait pas de vérité sur la radioactivité, puisque la vérité de la science relative à la radioactivité est arrivée après sa mort. Ça va, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait autre chose. Ce n'est pas le sujet ce soir. Donc, comment les mots du quotidien, utilisés comme des pseudo-vérités, et souvent ancrés par des corps disciplinaires, finissent par se convaincre eux-mêmes, au sens convaincere, persuadés de la vérité du propos, que le mot vaut vérité parce que tout le monde l'utilise. Ce n'est pas parce que tout le monde utilise Google et tape le même mot, et que Google donne toujours la même réponse, que c'est le mot vrai qui est donné. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome Google. Ceci étant posé, je suis très attentif à la manière dont on organise les mots, un peu comme un solfège, comme on joue la musique,
ou comment on peint, car même si on peut parler d'art abstrait, d'art, je rappelle que le mot art vient du mot orteil, hein, d'ailleurs ça vient de artis, hein, qui veut dire la notion d'articuler, eh bien les mots s'articulent entre eux. Et on ne les articule pas de n'importe quelle manière. C'est pour ça que quand je dis qu'on utilise les mots corrects et exacts, c'est-à-dire qu'on l'utilise au sens à la fois correct, c'est-à-dire au sens de la grammaire, et propre au sens exact et propre, c'est-à-dire au sens de leur signification historique, au sens de l'étymon, c'est-à-dire au sens de leur origine. Et pourquoi faut-il rester sur ce champ de l'étymon? D'abord parce que l'étymon, c'est ce qui vous donne toute l'histoire séculaire d'un mot. C'est comment il s'est construit au cours des siècles, au cours des millénaires. Et aussi parce que le mot renvoie toujours à un acte. C'est ça qui fait la force. Quand vous utilisez un mot dans n'importe quel métier, pardonnez-moi, je ne me suis même pas présenté. Donc je me nomme Yves Richet, je suis docteur en sémiologie, anthropologue et historien des mots. Le cœur de mon métier aujourd'hui est l'observation des métiers dans le monde, leur documentation, c'est-à-dire comment je trouve les mots précis pour être capable de décrire objectivement toute activité humaine, quelle qu'elle soit, dans quelque pays que ce soit. Ce qui implique aussi une étude, entre autres, du chinois, pour avoir un emphase culturel fort, qui n'est donc pas comparable ou qui n'a pas le même fond d'entente que nous, en tant que langue indo-européenne et écriture alphabétique. Tout le monde suit? Donc on ne peut pas projeter sur le monde notre propre culture sous prétexte qu'on a le sentiment qu'elle est très ancienne et très forte. Oui, elle est ancienne, mais je rappelle que les Chinois sont encore plus anciens que nous sur un certain nombre de domaines. Ils ne sont pas meilleurs, je précise, plus anciens dans certains domaines. Donc, quelques points de repère, c'est que les mots que nous avons convenus ensemble, dans cette grande introduction que je poursuis encore quelques instants, j'ai tâché de les mettre par corrélation, c'est-à-dire par relation mutuelle. Qu'est-ce qui fait qu'un discours devient concordant et non pas cohérent? C'est que les mots ensemble se tiennent. Je rappelle que la corrélation, les relations mutuelles, c'est une métaphore très simple, hein, c'est-à-dire séisme en mer, tsunami à terre. D'accord? Relation mutuelle. Okay, amour entre un homme et une femme et bébé à la sortie. Okay, donc relation mutuelle. Donc enfant égale parent. Enfin égal au sens relation mutuelle. Ça va ça? Donc la notion des mots fonctionne par corrélation mutuelle, c'est ce qui fait qu'on peut commencer à penser. C'est ce qui fait qu'on peut commencer à articuler les mots de manière constructive. Sinon, on part en live. Je fixe des objectifs parce que je voudrais développer mes talents. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous voyez peu ou prou ce que je dis, mais ça ne veut rien dire. Je ne peux pas travailler avec ça. Je ne peux pas construire avec ça, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les mots. Il n'y a qu'une idée générale, une confusion d'ensemble. On ne peut pas s'en sortir. Donc, règle numéro 1, est-ce que les mots sont corrélables entre eux? Est-ce qu'il y a une relation mutuelle entre eux? Premièrement. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les synonymes. Les mots figurés n'ont pas de synonymes. Ce sont des métaphores. Je rappelle que les mots figurés, c'est une métaphore qui vise à comprendre une idée abstraite. Mais elle n'est là que pour une idée abstraite, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant de métaphores qu'on a de personnes. Sauf que le problème de la métaphore, c'est qu'elle n'a pas d'histoire, elle n'a donc pas d'étymon, sinon l'image première qui s'est fixée souvent comme allégorie dans la société, et enfin, elle n'a pas de synonyme. Or, les synonymes, c'est la nuance des couleurs, c'est toute cette nuance dans la nature, c'est ce qui fait qu'on peut apporter cette gradation dans la pensée. Donc on a bien la corrélation, qui permet d'avoir un enchaînement fort entre les mots, qui tient, et ensuite on a les synonymes. Enfin, troisième point, on a ce qu'on appelle les analogies. Les analogies, c'est ce qui va plus loin que l'idée même de métaphore, c'est ce que l'on peut mettre non pas en comparaison, mais en forme de similitude, qui n'est pas pareil évidemment, mais qui permet d'avoir ces notions de comparaison et d'exemplarité, d'exemple, sans vouloir ramener systématiquement l'analogie à une métaphore. Je n'ai rien contre les métaphores, je suis le premier à m'en servir. Mais je ne suis pas dupe de leur usage. Enfin, et je le traiterai, j'aborderai aussi quelques préfixes et quelques suffixes, car nous avons totalement oublié leur rôle. J'ai investigué donc le terme écoféminisme, hein, comme vous l'avez très gentiment proposé. Vous allez voir que ça ne veut rien dire. C'est pas que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que quand vous mettez les mots ensemble, les suffixes ensemble, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ça réduit l'idée qu'on voudrait leur donner. C'est embêtant, en fait. Voilà, l'introduction est posée. Dans les quelques mots choisis, donc parmi les mots choisis, alors je ne vais pas tous les traiter très en détail, mais je vais les traiter justement en les mettant ensemble, ce qui nous permettra ensuite, je l'espère, cette conversation dont je me réjouis par avance. J'ai abordé le mot paysage, le mot nature, le mot naturalité, donc avec le suffixe ité, le mot écologie, le mot diversité, ité, durable, sauvage,
énergie, mais aussi système. Je fais un petit clin d'œil aux sciences dures et aux sciences molles, je ne peux pas m'empêcher de les traiter, comme quoi c'est très cocasse. Les mots savoir et connaissance, humain, être humain, féminin, féminisme, transition, construction, participation, effondrement. Voilà, c'est des grands mots qui m'a été proposé d'aborder ce soir. Un grand programme, n'est-ce pas? Alors, je voudrais commencer à donner la parole au petit mot « ou ». Alors, si je donnais la parole à un tel mot, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, bah, écoutez, moi, je me nomme « ou », avec l'accent grave, et je suis né en 1539. Alors, c'est étonnant parce que je n'existe pas avant, parce que dans notre culture, le « ou », qui indique à la fois une temporalité à un lieu, n'est pas forcément un point très important, d'autant que 10 ans plus tard, je permets à contribuer la naissance du mot paysage, 1549. C'est intéressant. Et le « ou », tel que on m'utilise finalement, on m'utilise avec tout le référentiel mathématique, mathésis, qui renvoie à la notion de perspective. Donc quand je suis le « ou », je suis aussi le point de vue. D'où la vue part. Et c'est ce qui sert, en tout cas, dans notre grand pays qu'est la France, et je laisserai la parole après au mot paysage, évidemment, parce que j'amorce cette soirée, eh bien, ce petit mot qui est le mien, que je suis, a une vocation très simple, c'est d'arriver à localiser, mais finalement, j'étais pris dans cet engrenage du point de vue, c'est-à-dire associé à cette idée de voir, qui vient du grec iden, et qui est entre finalement la vue, le regard, et la vue de l'esprit. Et on voit à quel point mon usage a conduit à énormément de négociations intellectuelles. Ce qui fait que je laisse la parole immédiatement au mot paysage qui, dans ma grande famille, puisqu'il est un peu plus ancien, enfin un peu plus jeune que moi, puisque je suis antérieur à lui, ouvre d'autres perspectives. Alors le mot paysage, c'est un mot intéressant parce que c'est un mot des peintres à l'origine. C'est un mot de peintre. Ils appelaient ça d'ailleurs paysage, P-E-S-A-G-E. D'accord? Donc il faut être clair sur son origine, que j'ai ici, puisque je l'ai noté là. C'est voilà, très bien. Donc nous avons le radical pays, qui vient de païs, mais encore plus simple, pays. Et la notion du suffixe âge. Alors le suffixe âge est très intéressant parce qu'on l'utilise beaucoup, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et pourtant, il permet d'apprendre quelque chose de très intéressant, c'est l'idée d'être poussé en avant avec une idée de continuité. Alors c'est rigolo parce que finalement, quand on dit quel âge as-tu, c'est comme si on disait depuis quand es-tu poussé en avant? C'est rigolo hein, de se repenser comme ceci. Ou alors on pourrait se dire, mais finalement, à quelle continuité, dans quelle continuité es-tu aussi? Au sens, finalement, dans quel mouvement es-tu? Alors que nous, on l'a arrêté avec le point de vue, une date. Alors que l'âge renvoie à cette idée d'un procès, comme le disent très bien les Chinois, cette idée d'être dans ce mouvement, mais aussi dans une durée d'ensemble. Donc lorsque vous mettez âge à pays, eh bien vous avez à la fois cette idée de continuité, c'est-à-dire que le mot paysage ne peut pas être pensé sans penser la continuité. Donc le mettre dans un cadre tel qu'on l'a fait, eh bien c'est antinomique finalement. Vous voyez, c'est antinomique. Alors évidemment, d'autres professionnels dans d'autres corps disciplinaires pourraient venir contester, mais ce n'est pas tant une question de contester, c'est si je prends le mot au ras des pâquerettes, c'est-à-dire pays, pays, qui renvoie donc à la notion de région, de contrée, de patrie, et donc avec cette idée de continuité, donc terme de peinture, hein, paysage, qui représente quelques campagnes, c'est ce qu'on revoit d'ailleurs dans le Richelet de 1680, eh bien la signification est finalement assez basique, c'est-à-dire que le regard se déploie dans les contrées sans être arrêté en continuité. Donc ça permettrait de revisiter le « ou » tout de suite, non pas comme un point de vue, mais comme une vue du point. Et vous voyez comment je viens de pivoter, qui me permet tout de suite d'avoir un déplacement, non plus lié à un principe statique, le point de vue, mais à un principe dynamique, c'est-à-dire la vue du point qui permet d'être en haut, en bas, etc. Ce qu'ont d'ailleurs largement traité les Chinois, avec les trois lointains. Les Chinois n'ont pas traité ce sujet du cadre, du paysage. Ils l'ont traité de trois manières différentes, c'est-à-dire le lointain profond, le lointain haut et le lointain plan. Le lointain plan, pour faire court, c'est le bâtiment qui est en face, vous voyez là, dans cet espace-là, nous sommes dans le lointain plan. Mais si j'étais à quelques dizaines de mètres en hauteur, je serais dans le lointain haut.
Et puis j'étais de cette hauteur, je regardais au loin, tellement loin que je ne peux pas voir les limites, je serais dans le lointain profond. C'est pour ça d'ailleurs que les peintures chinoises et aussi japonaises gardent cet esprit, voyez, de non finir avec ce cadre, ou paysage. Ce qui renvoie naturellement à la question de nature, du mot nature, et en particulier la nature. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est de mettre là devant nature. Pourquoi? Parce que dès que vous mettez là ou le devant un mot, vous le substantivez. Ça veut dire quoi? Vous en faites une chose. Le téléphone, une chose. Tant qu'il n'y a pas de le, ou tant que je nomme pas, ce n'est qu'un objet, objectum. D'accord? Ce qui est jeté à la vue. C'est jeté à ma vue, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais dès lors que je lui mets un mot, c'est plus un objet. Ça devient un téléphone, un smartphone, etc. Dès lors que je mets le, ça devient un quoi? Un quoi que je peux mesurer, un quoi que je peux peser, etc. Dès que je mets le devant nature, je fais de la nature un objet que je peux quantifier, que je peux juger, que je peux m'approprier. Ça va, ça? Alors que le mot nature, qui vient de natura, n'a pas, ni de près ni de loin, cette idée d'être récupéré ou d'être une propriété. Ça veut dire littéralement né, natus. Et il y a cette idée de fait naître, et non pas qui fait naître, c'est bien fait naître. D'accord? Donc on voit ici, en tout cas on peut percevoir que, vous voyez, c'est difficile de ne pas dire la nature. C'est totalement ancré dans le langage, c'est quasiment automatique. Alors qu'on pourrait simplement dire nature. Quelqu'un de nature. Ou si on regarde effectivement autour de nous, dans ce paysage en continuité, qui n'est pas arrêté par le cadre ou par un E qui fixe, eh bien nature, c'est le fait de naître, l'action de faire naître, le procès, d'accord? Ce que les Chinois appellent yin, yang, comme un processus adversatif et consécutif, mais qui n'est pas causal, sur lequel nous nous sommes tant attachés, nous, dans notre grande culture philosophique. Hein. Ceci, donc cela, cause-effet, mais plutôt amorce, enfin latent, amorce, émergent, d'accord, actualisation, etc. Donc le mot nature, si moi je le prends au sens le plus simple du terme, natura, natus, renvoie à cette idée de naître, fait naître, action de naître. Et donc le terme avec naturalité, avec le suffixe ité, alors j'ai pris un peu le temps parce que parmi les dictionnaires que j'ai utilisés, j'ai entre autres utilisé le magnifique Benjamin Lafaille de 1857, qui est un volume comme ça, qui est certainement l'un des plus grands dictionnaires de synonymes, et sur lequel vous avez une qualité relative au suffixe et au préfixe absolument extraordinaire. Ça se trouve d'occasion, il faut chercher, mais ça peut se trouver. Donc le terme ité, le suffixe ité, hein, du latin itas, peut avoir deux angles. Soit il indique l'existence avec une modification, ou dans un état quelconque. C'est-à-dire que la nature, dès lors que vous lui apposez le suffixe ité, vous allez donc y induire cette idée d'une existence qui se modifie. Donc si on la modifie par l'extérieur, ce que nous faisons, nous, humains d'Occident, eh bien, on l'industrialise au sens du plus fort industriel. Je parlerai d'ailleurs du terme système. Mais si nous laissons nature opérer, et je vais faire l'exercice ce soir d'enlever le déterminant devant, eh bien, elle se modifie par propension. D'accord? Par évolution naturelle. Sans recours à un acte choisi, un acte délibéré. Donc, d'ailleurs, vous mettez ité, au bout d'un mot, vous impliquez derrière l'idée d'une existence avec une modification, mais aussi l'idée d'une qualité de ce qui est bon et docile. Or, si la nature est docile, on peut l'apprivoiser. N'est-ce pas ce qu'on entend tant depuis maintenant plus de 150 ans? Maîtriser la nature, d'accord? La rendre docile, faire d'elle ce que l'on veut comme on le ferait d'un animal. Intéressant, non? Aussi. Vous voyez, si j'osais, n'y voyez aucune provocation, mais l'arrogance que nous pouvons avoir, au sens le plus fort, arrogaré. Hein. On ne se pose pas de questions, on est persuadé qu'on peut donc avoir, on peut rendre docile la nature comme si nous étions séparés d'elle. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons dans la continuité du ou, du paysage, de nature, de naturalité. Dans cette grande famille qui nous conduit inexorablement au mot écologie. Oikos, logos. Oikos, l'habitat, logos, le discours, le raisonnement, la pensée, enfin plutôt même le raisonnement, la manière dont je mets des mots sur. Et dès lors que vous mettez logos derrière, parce que là on a deux radicales, deux radicaux, merci. J'avais le mot radical et puis effectivement on a deux mots radicaux, écho, donc oikos,
Et logos, eh bien, ça veut dire qu'on peut faire dire à l'habitat ce que l'on veut. Donc ça a des avantages et ça a des inconvénients, parce que ça pose la question de qui a le droit de dire quelque chose sur l'écho. Qui a le droit? Vous me répondrez, celui qui a la légitimité, celle qui a la légitimité. Auquel cas je vous répondrai, mais la légitimité de qui? Puisque ça vient de légitimus, à qui de droit divin? À qui de droit des hommes? Qui des hommes ou des divins peut donner le droit de décider ce qu'on décide, de dire de l'écho, donc de l'habitat, donc de la nature, donc du paysage, donc du où. Donc cette idée d'écologie, composée d'écho, va renvoyer aussi à ce mot composé, écoféminisme. Alors, écoféminisme, vous auriez entendu mon soupir. Alors, soyons très clairs, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'opinion. En tout cas, si j'en avais un, je ne le partagerai pas, puisque le problème d'opinion, c'est comme d'autres choses, ça doit nous appartenir. Je vais donc me concentrer sur les mots en deçà de toute philosophie ou toute idéologie qu'on pourrait y poser. D'abord, je rappelle que le mot féminin, du latin feminimus, renvoie à cette idée de ce qui est relatif à la femme, comme le masculin et ce qui est relatif à l'homme. On peut donc avoir des caractéristiques féminines observables chez un homme et des caractéristiques masculines observables chez une femme. Il n'y a rien à dire de ça. Ce sont des attributs qui permettent de genrer, c'est tout. Et ça aurait dû en rester là, dans l'absolu. Mais dès lors que l'on met le suffixe isme derrière le mot féminin, on va l'enfermer dans l'idée d'une idéologie, puisque tous les mots auxquels on ajoute isme renvoient par définition à une idéologie religieuse, politique ou philosophique. C'est-à-dire que dès lors qu'on met féminisme, eh bien on réduit le mot féminin à une idéologie. Et c'est en cela qu'on va contre l'idée même de ce que ça devrait permettre, c'est-à-dire d'ouvrir et revenir à une notion d'équité, pour ne pas dire d'égalité, bien que je me méfie de ce mot, beaucoup trop connoté au sens de l'arithmétique, évidemment. Alors que le mot féminin se suffit à lui-même, dans l'absolu. Il est suffisamment disponible pour être partageur, pour être applicable à tout humain, à tout être humain. Si je disais éco au sens de l'oiko, eh bien, si je ramène l'oiko, c'est-à-dire une idéologie du féminin et de l'habitat, ou dans l'habitat. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, pour le coup. Parce que, pour pouvoir dire de plus, il faut que j'ajoute. Et si j'ajoute, je rentre dans le grand courant philosophique, ou tout ce qui va découler, c'est-à-dire psychologique, sociologique, etc. D'accord? Mais moi, je vais rester juste en amont. Je n'ajoute pas. Je dis, ces trois mots-là, enfin, ces deux grands mots avec ce préfixe, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Et je ne sais pas comment on peut leur donner du sens, sinon de les trahir, de les corrompre, en y mettant de l'opinion. Donc je dis juste, c'est que partons de ce que vous voulez présenter. Quand je dis vous, ce n'est pas vous en tant que tel, c'est la personne. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mon métier. C'est-à-dire que je ne demande pas aux gens de me parler de leur métier, je leur demande de me montrer le métier. Un mot, c'est quelque chose qui doit permettre de montrer. Le mot montre. Il est utile, il répond à une objectivation. Si on ne peut pas objectiver le mot, on est autre chose. C'est ce qu'on appelle un concept. Là, ce dont vous parlez, l'écoféminisme, c'est un concept abstrait qui, après, relève d'une construction d'opinion. Et après, on peut débattre, mais je m'en retirerai parce qu'on va glisser vers quelque chose où ce sera stérile par définition. Ce sera stérile. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est, si j'avais ces personnes en face de moi, je leur demanderais qu'est-ce que vous voulez observer comme résultat de cette idée conceptuelle que vous avez créée. Et nous retrouvons dans la grande disponibilité des mots, les mots qui iront bien. Voyez. Mais si je prends oiko, féminin et isme, concrètement, et c'est très clair, vous mettez en place une idéologie du féminin, et pas de la femme, du féminin dans l'oiko, c'est-à-dire dans l'habitat. C'est ça, c'est clair. Après, ça appartient aux personnes. Les timons, mais vous avez raison, c'est que c'est le grand sujet d'aujourd'hui, si je fais une courte digression, c'est le grand débat sur la question la langue vivante peut en faire. Je ne partage pas ça, parce que sinon on ferait pareil avec les mathématiques, qui sont issues de langage. Sauf que si on fait ça avec les mathématiques, ça part en live. Et les mots répondent à des règles précises. Les timons, c'est la manière dont le mot évolue, mais toujours par rapport à un acte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ce qu'il y a d'une colonisation linguistique. Je parle avec ça avec mes pairs régulièrement dans différents domaines. Lorsqu'une discipline décide de prendre un mot, de vider de son sens et pour en faire un nouveau sens. Ce n'est pas une évolution naturelle, c'est une colonisation. Et une colonisation
répond à une loi très simple, qui est la loi du différentialisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une culture pense qu'elle est supérieure en tout point à une autre, ce qui justifie sa colonisation. Sauf que quand on fait ça sur un mot, c'est la colonisation aussi. Vous voyez? Et c'est là où, effectivement, je ne rentre jamais en débat, mais je rappelle les règles aussi de la langue qui permet qu'on puisse travailler. Mais merci de votre intervention, vraiment en plus. Donc, vous voyez à quel point, dès qu'on commence à mettre les mots entre eux, nous arrivons à cette difficulté de donner un sens, de donner une signification qu'on peut utiliser, puisque le propre des mots, c'est qu'on puisse en faire quelque chose, c'est que l'on puisse les corréler entre eux, comme je dis, c'est qu'on puisse penser et construire. Alors si je ne peux pas le faire, je ne peux pas construire. Je glisse très vite, comme on a pu voir un début qui a pu s'amorcer du débat. Et un débat ne construit pas. La conversion, elle construit, mais le débat ne construit pas. Elle fait monter la tension, et c'est le plus fort qui gagne. Et le plus fort, il n'y en a pas 36, hein. C'est le plus gradé, en général. Je suis docteur, donc je suis plus gradé, sauf s'il y a d'autres docteurs ici. Il y a donc plusieurs docteurs, mais si on fait ça, on ne s'en sort pas. Vous voyez, le plus gradé, ça ne marche pas. Ou celui qui a la plus grande gueule, d'accord, celui qui crie plus fort, d'accord, ou celui qui va utiliser des techniques rhétoriques qui sont loin d'être agréables. Pour citer les grands principes de Schopenhauer, les grands stratagèmes de Schopenhauer, c'est-à-dire que si à un moment donné, c'est le 38e, si vous n'arrivez pas à avoir victoire sur l'autre, eh bien, attaquez-le frontalement et blessez-le. D'accord ? Évidemment, nous n'irons pas sur ce terrain-là ce soir. Ni jamais, en tout cas pas avec moi. Ensuite, vous avez le mot sauvage. Alors, le mot sauvage, effectivement, qui appartient à ces grands univers de l'écologie, qu'on parle d'un environnement sauvage, vient de salvage, et c'est un mot... Alors, j'ai pu retrouver des sources très anciennes, puisque le préfixe sil, qui vient de silis, était le nom donné à une couleur qui se trouvait dans les mines d'argent. Intéressant, hein? Et alors il y a eu des débats au cours des siècles passés, et on l'a donné rouge ou ocre, et dans les temps beaucoup plus anciens, certains disaient qu'elle était bleue. Et c'est devenu une sorte de terre minérale, qui a pu donner une forme de terre glaise, d'accord? Et cette terre glaise est devenue la base de la forêt. Donc on a effectivement Silva. Donc on a effectivement le sil, qui vient donc Silvis, on a Silva, la forêt, et puis on a donc Salvaticus, hein, qui donc le bas latin de sauvage, qui renvoie à cette idée de fait pour la forêt, qui est l'état de nature. Intéressant aussi, hein. C'est pour ça que c'est un mot qu'on attribue aux végétaux, aux animaux, c'est-à-dire qui n'est pas éduqué, pour faire court, qui n'est pas éduqué. Et vous voyez comment la dérive qu'on a pu attribuer aux hommes, les sauvages, hein, ces individus qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas dociles, qui sont bêtes, quoi, pour faire court. D'accord ? Avec tout l'héritage colonialiste qu'on peut y avoir. Non, sauvage, ça veut juste dire fait pour la forêt, qui est à l'état de nature. Point. Donc, nous, humains, dès lors que nous voulons nous réapproprier nature, en tout cas retrouver dans ce qui fait nous, hommes, homo, cette idée d'humanus, hein, je rappelle que homo, homme, ça vient de homo humanus, humanus au sens né de la terre. Donc vouloir se penser en extérieur comme une entité totalement indépendante et séparée de la terre me semble difficile, en tout cas compliqué dans les années à venir. Mais cette idée effectivement de sauvage renvoie, comme je le dis finalement, enfin comme je le dis, les dictionnaires le disent, eh bien de forêt, de bois, de parcs, de bosquets, mais avec cette idée effectivement très ancienne de ce qui est à l'origine une simple couleur, une couleur ocre qu'on retrouve effectivement dans certaines parties des paysages. Je conclurai sur le mot sauvage, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sinon ce serait rentrer dans ajouter, donc philosopher sur le mot sauvage, ce que je ne ferai pas. Est-ce que ça va pour l'instant? Faisons une courte pause, ça. Et comment ça vous parle ce que je partage avec vous sur les mots que nous avons sélectionnés et que je partage avec vous maintenant? Comment ça vous évoque? Qu'est-ce que ça, en quoi ça résonne ou qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Il n'y a pas un peu un risque d'enfermement? Alors, je suis passionné par l'étymologie, par l'histoire des mots, leur évolution, etc. Je trouve qu'on apprend beaucoup justement en allant voir un petit peu en arrière, voir ce qu'ils ont pu signifier, parfois les basculements qu'il y a d'un sens à un autre, parfois complètement orthonymes. Mais de ce que vous dites,
on se dit, bah oui, mais il y a un moment où on va manquer de mots. Si on veut continuer à conceptualiser les choses, si on veut continuer à faire évoluer aussi la façon qu'on a de voir le monde, on ne peut pas constamment se contenter du bagage de mots qu'on a avec leur histoire, en se disant que ou bien on les colonise, ou bien on les trahit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à penser le monde et à le faire avancer, à le penser mieux, enfin autant que possible, hein, à le penser mieux, à le penser autrement, à ne pas rester enfermé dans un vocabulaire quelquefois en plus qui est trahi par la communication, qui est trahi par les idéologies, qui est trahi par toutes sortes de choses. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sort justement de ce poids de l'histoire des mots? En fait, je pense qu'au contraire, les mots n'ont pas un poids. C'est nous qui avons mis un poids en les détournant, justement. Les mots sont légers. Et c'est ça qui fait la force d'un mot. C'est que le mot est léger, par principe. Le mot, il n'a rien demandé. Il ne demande rien, le mot. Il est là. J'ai la chance de posséder près de 500 dictionnaires. Je suis fasciné de la richesse sémantique disponible. Au contraire, nous avons, au cours des 50 années, réduit considérablement les mots par leur concept, justement. Il y a quelque temps de ça, j'intervenais à l'université de Rennes, où j'aurais abordé le sujet de l'indifférence. Et j'ai pu interpeller positivement les professionnels en psychiatrie, en tout ce qui touche, j'intervenais sur le sujet des adolescents difficiles. Or, le mot indifférence, tel qu'on lui a donné le sens, on l'a totalement dépossédé de son origine. Alors, qu'est-ce que le mot indifférence veut dire? Il veut dire simplement ne pas avoir d'avis. D'accord? Ne pas imposer sur l'autre un préavis de pensée, ne pas avoir une opinion posée sur l'autre. Et quand vous mettez les mots, pour ça j'ai bien pris mes précautions au départ, quand vous les corrélez entre eux, vous êtes capable de commencer à penser. Mais quand vous séparez les mots, quand vous les prenez, quand vous les colonisez, qu'est-ce qu'on fait? On fait des propriétés, vous mettez des piquets partout, et vous ne pouvez plus passer. Ça vous parle ça? C'est exactement ce qu'on a fait dans la tête. Je vais vous donner une autre image qui devrait vous parler. C'est cette image que je prends de la télévision. Certains d'entre nous devons nous souvenir des écrans de télé des années 70. 480 pixels, d'accord, hein? Donc de loin l'image est à peu près nette, et puis on s'approche, plus c'est flou. Ça vous parle ça? Ok. Bon. Mais à l'époque, on avait à peu près des esprits qui étaient encore en HD, d'accord, avec du pixel dans la tête, donc on arrivait à fonctionner. Or aujourd'hui, on fait l'inverse. C'est qu'on a des écrans 4K, donc avec un taux de pixels très très fin, avec des images magnifiques. Mais on a des esprits en 480 pixels. C'est-à-dire que c'est flou, plus on s'approche, plus c'est flou. Et je me sens à l'aise d'en parler pour côtoyer pas mal de gens dans le monde. Et quand je rentre dans la matière, c'est-à-dire que concrètement, quand je dis simplement, que dites-vous quand vous dites ça et qu'est-ce que ça montre? Juste cette question-là, même à des chercheurs, ça devient vite compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent, ils ou elles sont d'ailleurs, dans la métaphore, dans le mot figuré du mot. Et je l'ai dit, le mot figuré est par principe une métaphore, n'a pas d'histoire, elle n'a pas de fond. C'est comme vouloir construire un bâtiment sur des sables mouvants. Ça ne tient pas. Ça ne tient que par l'effet dynamique d'une société ou d'une idéologie. Mais dès que vous voulez commencer à construire vraiment durablement, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a autant aujourd'hui de problèmes dans le champ de la société au sens identitaire. D'accord? Par exemple. Donc, et je ne dis pas que j'ai raison, chers amis, entendez-moi bien. Je dis juste que plus nous réapproprions la richesse de nos mots, il suffit simplement pour ça d'ouvrir un dictionnaire. Hein. Il faut au moins 2 bons dictionnaires, 3, un bon dictionnaire étymologique, un bon dictionnaire classique, d'accord, et un bon dictionnaire des synonymes. Alors, je ne parle pas des dictionnaires des synonymes du XXe siècle, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez des listes de mots les uns en dessous des autres. Ça, ce n'est pas des synonymes. Enfin, je veux dire, ce sont... Le pire, c'est sur en ligne. Quand on cherche un synonyme en ligne, on se retrouve avec des D'accord, non. Non, allez chercher Lafaille, allez chercher Girard, allez chercher d'autres, mais les synonymes, vraiment, moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais ignorant. C'est-à-dire qu'en me réappropriant notre langue par les dictionnaires, on se réapproprie fondamentalement la richesse. Et vous me posez cette question finalement, comment faire finalement? Je vais vous donner une petite technique que je donne souvent en conférence. La technique est très simple. Vous allez prendre 1 ou 2 dictionnaires, vous allez mettre au milieu de votre table à manger. D'accord? Et lorsque vous êtes en soirée, entre amis ou en famille, ou même tout seul, si un jour on est à la maison, et mon épouse vous le confirmera, j'ai en moyenne entre 10 et 30 dictionnaires à portée de main tout le temps. Tout le temps. Eh bien, dans la discussion, le soir, quand vous êtes sur un mot qui vous contrarie ou sur lequel vous n'êtes pas très clair, eh bien vous prenez le dictionnaire et vous l'ouvrez. Et là, je vous fais une promesse. D'abord, vous allez vous rendre compte à quel point la langue est sacrément riche. Et d'autre part, vous allez pouvoir, comme on le ferait dans une investigation Sherlock, à la Sherlock Holmes, c'est que vous allez dire, mais attendez, si celui-ci ne veut pas dire ça, c'est lequel? Et vous avez des renvois comme ça, ce qu'on appelle les corrélations. Je vois sourire. Ça nous promet des belles soirées si on commence mais faites-le, et on en reparle dans 6 mois. Déjà, moi je cherche oui, une voyez. NRTRL
à chaque fois qu'il n'est pas Oui. d'accord avec moi. Eh ben, c'est quelque chose, en effet. Mais vous voyez, l'intérêt de ça, c'est que ça permet de repartir de base. C'est-à-dire que d'où part-on? Et ça ne veut pas dire que le mot, le mot, il n'a jamais raison. Le mot seul, il ne veut rien dire, il est arbitraire, par principe. Mais, dès lors qu'on le met avec un autre mot de même famille, dès lors quand je mets paysage et nature, on est dans la même famille. Et quand on prend le sens propre, on peut revenir à une matière, ce qui nous permet de repenser les choses. Voyez-vous? Sinon, on débat. On part fâché, on se contredit, et finalement, on ne gagne rien. À quoi ça sert? Quand je regarde un forgeron, j'ai la chance d'avoir regardé des centaines de gens dans le monde, quand j'ai observé les Irayas monter un cocotier. Les Irayas, c'est un peuple autochtone des Philippines, sur l'île de Mindoro. Quand nous étions accueillis à Abradilog, dans les forêts, un peu plus haut, à 3 heures de la côte, la première chose qu'ils font quand on arrive, c'est qu'ils montent un cocotier de 20 mètres, à peu près en 25 secondes, ils ont le bolo à côté, puis sans rien, pied-main. Ils vous coupent les noix de coco, ils descendent, ils vous tranchent ça, ils vous font une petite cuillère avec un bout d'écorce, et terminé. Eh bien, ça s'observe et ça se décrit. Voyez? Après, il n'y a pas à avoir raison sur ce qu'on observe, ça se décrit. Toute activité humaine se décrit. Et ça a été certainement l'un des plus grands enseignements pour moi en tant que chercheur. Je me suis rendu compte avec des années que pourquoi il y avait d'un côté les concepts et d'un côté il y avait la pratique concrète, ce qui fait que la pratique concrète, si je dis tribord et que l'autre il passe à bâbord, ça va être compliqué. Ben, les mots c'est pareil. Les mots, quand vous les utilisez au mot correct et exact, ils n'ont pas raison, ils ne vous enferment pas. Au contraire, ils vous donnent une vraie liberté. Parce qu'ils vous donnent une pente dans laquelle vous pouvez glisser. Et vous choisissez cette pente. C'est ce qui fait que vous ne vous enfermez pas dans le système. Hein? Merci beaucoup, ça fait partie des mots que je devais effectivement traiter. Vous avez la transition, j'ai le mot écosystème, donc le système de l'habitat, hein, oikos. Sauf que le mot système, voilà un mot intéressant, le mot système. Je l'ai traité ici. Ça vient de systéma, du latin systéma, même prononciation d'ailleurs en grec, qui veut dire placer ensemble, grouper, unir. C'est un corps de nation ayant les mêmes institutions. Donc il y a dans la notion de système ce qui est ensemble, littéralement. Avec cette notion d'assemblage, donc un système de combinaison, un groupement, qui renvoie d'ailleurs, intéressant, à l'idée de placer debout. Vous voyez, c'était cette idée de... Le système, c'est que ce qui peut tenir, ce qui tient ensemble. Ce qui tient ensemble. Mais j'hésite effectivement de vouloir associer le mot nature au mot système, puisque le système est une construction. Et c'est intéressant parce que ça revient au terme de production, hein, que j'ai traité aussi. Production et construction. Construction, avec cette idée effectivement en 3 notions, co-construction, avec la particule ion. La notion de construire, c'est ce qu'on entasse par ordre. Ça, ce qu'on entasse par ordre et par couche. D'accord? Donc la notion aussi de co-construction, telle que vous l'avez donnée, il y a dans le concept l'idée qu'on met des couches, comme ceci, par ordre, c'est rangé, c'est empilé, on édifie. Avec la notion de coup, donc on édifie ensemble. Et la notion de ion, la particule ion, qui est vraiment une particule d'action, qui marque la manifestation actuelle au sens de ce que l'on peut constater en cours. C'est pour ça que le mot réunion, qui est devenu la réunionite d'ailleurs, hein, la réunion c'est là où il ne se passe rien, alors que c'est là où au contraire il devrait se passer quelque chose. D'accord? On cause, on débat en réunion. Alors que non, la notion on devrait dire voilà, je vais en réunionite aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais là où il ne va rien se passer. Mais si je dis je vais en réunion pour construire et je vais participer, participation, c'est-à-dire que je vais partager, participium, participe, qui a une part d'eux qui partage. Donc construire, partager et construire, au sens construire, participer, on voit bien qu'ici que ces 2 mots peuvent faire partie de la même famille. Et je suis clair sur ce que ça implique du coup en termes d'action. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a dans la notion de construction de participation, je peux y mettre potentiellement le mot généreux. Voyez? Parce que c'est parce que ça se tient. Parce que justement, je vais moi apporter quelque chose qui va justement se mettre par entassement avec vous. Ok? Après, on définit, puisque vous m'avez proposé d'investiguer le mot service. Alors c'est là où ça se gâte par contre. Le service écosystémique, m'avez-vous dit.
On adore, nous, en France, les assemblements comme ça de mots. Ça fait très de moyen. Moi, je suis en transition écologique, je fais des services écosystémiques. Vous voyez, voilà. Ouais. Alors, l'intérêt aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dépendant et d'être enfermé par le concept. C'est ça aussi la force du mot. C'est qu'il peut vous en libérer, au sens le plus fort. Liberitas. C'est-à-dire, sans contrainte. Mais quand le concept vous contraint, on tombe dans l'idéologie et dans le dogme, voire pire, dans l'action populaire. C'est comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire, service? Latin classique, servitium, condition d'esclave. C'est la classe des esclaves. Obligation de servir et l'activité qui en résulte. Au XIIe siècle, l'ensemble des devoirs envers une collectivité. Bon, donc si je le traduis en 1875, ça évolue un petit peu, mais on va voir le sous-jacent de ça. Donc, vous voyez tout de suite, si je mets service écosystémique, d'ailleurs, vous m'avez dit de rajouter entre parenthèses monétarisation. D'accord? Et bien, c'est quoi? C'est littéralement la condition qui nous réduit à servir un système monétaire dans un système fermé. Si je prends l'ensemble des mots, et si je les signifie sans ajouter, c'est ce que ça veut dire. En 1875, le mot service se dit aussi d'une activité qui représente une valeur économique sans correspondre à la production des biens matériels. Sauf que là, c'est pas tout à fait réel. Pourquoi? Parce qu'il donne ici l'état de conséquence. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que ce que l'on sert, ce que l'on doit mettre en œuvre en contrepartie d'une rétribution. C'est ça le service. Donc quand on se dit d'une activité, non, ça c'est la manière. C'est pas le service. Le service, c'est ce que je donne à l'autre en échange d'une contribution. Et ce qui fait qu'il y a un contrat. Ça va si je dis ça? Donc être dans la prestation de service, c'est ce que je vous donne en échange de. D'accord? Mais quand je dis activité qui représente une valeur économique sans correspondre à la production d'un bien matériel, comme effectivement un forgeron va produire quelque chose, un artisan, la matière, donc ce n'est pas un service, c'est une production, et bien là nous avons cette idée de, quoi qu'il en soit, ce que je dois faire en contrepartie d'eux, donc j'ai une obligation de servir. Donc il n'y a pas de sujet dessus. Aussi un sujet, on négocie, on fait du colonialisme de la pensée. D'accord? Et ça sert à ça, c'est-à-dire que de pouvoir partir des mots corrects, ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça permet justement de pouvoir discuter. Ça permet justement de se réapproprier cette possibilité de penser à l'écart des axiomes. L'axiome, ce que je rappelle, c'est une vérité qui est posée en l'état qu'on ne discute plus. D'accord? La pluie tombe de haut en bas. C'est un axiome. Mais il y a peut-être des situations où ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Ok. Voilà. Elle tombe horizontale ici. Donc, dans ces mots que j'articule au sens articulé et au sens de leur donner du sens, il y a aussi un mot que vous m'avez donné de traiter, c'est le mot effondrement. Effondrer. Alors voilà un mot intéressant. Ça vient du latin populaire exfinderare, qui veut dire littéralement défoncer. Le mot est fort. Mais il est composé à la fois du préfixe ex, qui veut dire littéralement hors de, extraction, avec cette idée d'extraction, et fundus, fond de toute espèce d'objet, le sol, la mer, l'armoire, les fleuves, les vases. Donc il y a la notion d'effondrer, ce qu'on sort du fond. Alors du coup, ça m'a fait méditer, parce que je me dis, quand on dit qu'un bâtiment s'effondre, ça fait ça, ça fait pas ça. Et je suis arrivé à pour mettre une idée qui tienne la route. Je ne dis pas que j'ai raison, vous voyez les précautions que je mets. Ben oui, quand on arrache les fondations, le bâtiment s'effondre. C'est d'ailleurs que parmi les termes, en 1379, le terme effondrer renvoie à un terme de cuisine qui veut dire littéralement vider un animal. C'est-à-dire en extraire son fond. Désolé, je passe tout de suite à autre chose. Et en 1704, le terme d'agriculture veut dire littéralement remuer profondément. En fait, c'est inexact. C'est-à-dire remuer le fond afin de le remettre dessus. Comment? C'est du labour. C'est du labour. Labour qui a donné lieu à travail. D'accord. Le grand débat sur le mot travail, l'origine du mot travail. Et donc avec le mot effondrement, donc avec le suffixe ment, que j'ai investigué un peu aussi, qui est très proche du suffixe age, c'est une terminaison purement française qui indique aussi la notion d'action.
pour vous donner, c'est la paye est la chose, le paiement est la chose réalisée. Donc c'est ce qui est en cours, ce qui est réalisé. Donc l'application actuelle de ce qui est appliqué. Donc quand on parle de l'effondrement, c'est ce qui est en cours de se passer. L'effondrement du bâtiment. D'accord? Okay, donc quand on parle de l'effondrement, c'est que c'est en cours, ça se passe maintenant et ça dure. Donc l'effondrement, ce n'est pas quelque chose de passé. Si on dit que quelque chose est en plein effondrement, c'est toujours en cours. C'est effondré. Donc pareil, c'est un terme qui en 1901 est récupéré par le sport et qui signifie, et non pas qui est défini par, avoir une défaillance soudaine lors d'un effort. En fait, on aurait dû dire... ce qui est extrait, c'est-à-dire que l'énergie qui s'extrait, ou la capacité physique de l'individu, qui s'extrait de lui, et qui fait que du coup il tombe. Donc ce n'est pas une défaillance, c'est ce qui n'est plus là. Vous voyez? Et vous voyez que la difficulté des dictionnaires, de pouvoir donner même du sens, c'est très compliqué. Et je dis pour en poser quelques-uns, on voit même comment entre eh bien, le Wartburg, le dictionnaire étymologique de Wartburg, ou effectivement le Larousse, ou effectivement le Robert, on peut avoir des vrais écarts étymologiques. Qui a raison? Ce sera un autre sujet un de ces jours. J'ai quelques idées, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, cette notion d'effondrement, en termes d'agriculture, c'est fait de s'effondrer, il parle de géologie, de chute brutale. Voici une signification erronée, pour le coup. Parce que la brutalité renvoie à une immédiateté, une localité immédiate, soudaine, qui réagit, et qui n'est pas compatible avec le mot effondrement. Pour le coup. Effondré, oui. Mais la notion de brutalité, qui renvoie une force destructrice, en tant que telle, et immédiat, soudain. D'ailleurs, les Grecs ont un terme pour qualifier ce genre d'état vécu par l'individu, c'est apata. Éberlué face à la défaite. C'est-à-dire que estomaqué, comme ceci, je ne peux rien faire. Apata. D'accord? Qui est venu d'ailleurs apathique. Éberlué face à Netflix. Voilà. Pour une fois que je fais rire. En général, quand j'essaye, ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup d'être bon public ce soir. Donc, il y a dans cette exploration des mots, j'arrive progressivement à ma conclusion, qui n'est pas une conclusion, qui est effectivement cette organisation. Il y a le mot aussi énergie. Alors voilà un mot bien embêtant, parce que le mot énergie, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. C'est normal, parce que c'est une force. Energia, c'est une force, c'est une puissance en cours. Je pense que certainement parmi... Alors, je parle de ceux que j'ai étudiés. Hein. Je ne connais pas de culture, je ne connais pas le Japon, je ne connais pas l'Inde. J'y ai travaillé là-bas, mais j'appelle connaître, au sens de la science, une étude, une méditation, une expérience, soutenue au moins pendant 10 ans. Ok? Je n'ai pas ça. D'accord? Avoir quelques idées sur quelque chose n'est pas connaître. Hein. Les gens confondent d'ailleurs, savoir beaucoup n'est pas connaître. D'ailleurs, souvent, les gens qui savent beaucoup connaissent peu, et on peut beaucoup connaître sans savoir. Et quand je suis très taquin, je rappelle que les gens brillants n'éclairent personne. Ils savent beaucoup, mais ils connaissent peu. Donc, dans cette notion, effectivement, d'énergie, il y a cette idée de force. Cette force qui renvoie à cette notion de vitalité, vitale, c'est-à-dire qui explose et qui sort, et qui ne peut arriver que par polarité, finalement. Polarité. Et je pense que les Chinois l'ont bien traité, ça, pour le coup. Hein. Non pas avec ce yin et yang qu'on traduit mal, mais yin, yang, hein, cette particule qui n'existe pas chez nous. Cette particule qui permet d'appréhender quelque chose qu'on n'a pas dans notre culture. Et ça touche, vous qui avez fait des études de langue, ou autres penseurs et chercheurs ici, c'est une particule qui nous manque et qui nous aiderait bien, pour le coup. Pourquoi? Eh bien parce que, je vais vous donner un exemple très simple. Chez nous, on a cette idée d'efficacité. Je suis efficace quand je fais quelque chose d'immédiat qui se voit, qui peut même être héroïque, d'accord? Je suis efficace quand je prends un marteau, je tape sur le clou rend du premier coup. Pas avec moi, mais en tout cas, c'est ce qui se passe quand quelqu'un est efficace. Il sait bien manipuler le clou, d'accord? Efficacité. Et pour ça, on a la causalité, hein, clac, tac, je tape et ça fonctionne. Bon. Efficacité, donc renvoie à l'agir. Les Chinois ne l'ont pas traité comme ça. Eux, ils ont appréhendé, et je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est complémentaire. Cette notion de non-agir, le wu-wei, wu-bu-wei. Cette idée de faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait. Alors que nous, c'est faire et faire encore, faire et faire encore. Je pense pas que ce soit moi qui l'a fait rire, mais c'est pas grave. L'idée me plaît, voilà. Voilà, ce sera ma petite deuxième victoire de la soirée. Donc, faire et faire encore, des fois que rien ne soit pas assez fait. Ça vous parle, ça? Et ça, c'est important parce que c'est ce qui conditionne notre société. Il faut faire
Parce que si je ne fais pas assez, eh ben, ça prouve que je ne fais pas. Si vous arrosez tous les jours une orchidée, nous savons, vous et moi, que ça va mal se passer pour elle très peu. Hein, d'accord ? D'ailleurs, j'ai pris la claque de ma vie, si je me permets ce terme familier, quand j'étais aux Philippines, de voir des orchidées pousser sur des arbres ou posées dans de simples fonds de noix de coco avec un peu de charbon au bout et ça pousse tout seul. Et là, j'ai compris quelque chose, c'est que ça se fait tout seul en mettant les conditions initiales et laisser se faire. Pour rendre un peu plus concret cette image, je vais vous donner une autre image très simple. Vous voulez prendre le train. Vous allez prendre votre smartphone, en tout cas quasiment 90% d'entre nous, vous allez sur l'application, vous allez commander votre train, vous avez fait. Dès lors que vous avez la validation que votre train est réservé, payé, vous ne faites plus. Vous n'êtes pas tous les 2 minutes en train de regarder si bien l'application est bonne. D'accord ? Vous n'insistez pas, vous ne contrôlez pas. Lorsque le temps arrive, parce que vous avez une alerte sur votre téléphone qui vous dit, voilà, dans 2 heures le train arrive, vous vous remettez à faire. Vous prenez la voiture, finissez vos bagages, vous allez à la gare. D'accord ? Et là, vous êtes dans une forme de tension, au sens tendu vers le résultat. Ok ? Mais au moment où vous mettez le premier pied dans le train, et au moment où le second pied quitte la terre, vous ne faites plus, puisque vous êtes dans le train. D'accord ? Faire et ne plus faire, mais de sorte que rien ne soit pas fait. À ce moment-là, vous vous asseyez dans le train, et il y a peu de chances que vous demandez si le conducteur ou la conductrice a bien tous ses diplômes, d'accord ? Ou d'avoir un système qui permet de bien mesurer la vitesse du train pendant qu'il roule. Vous faites autre chose, vous ne le faites plus. Et pourtant, vous n'avez rien pas fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien ça c'est intéressant parce que justement, dans cette notion d'écologie, nous devrions peut-être apporter ce genre de particules. C'est-à-dire que ces notions de, effectivement, pourquoi pas, de mettre ce genre de terme sur que écologie, éco-horlogie, au sens de rajouter cette particule adversative consécutive, qui donne justement cette espèce de disponibilité à ce qui peut arriver sans avoir à le mettre en contrainte, justement. Ne pas insister, c'est permettre que les choses se fassent. La séduction est certainement la plus grande démonstration. La rencontre se fait, le courant passe, donc on envoie un texto et on attend que l'autre réponde. Mais si le texto n'arrive pas dans les 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Alors on attend 10 minutes. Mais si dans les 10 minutes le texto n'arrive pas, est-ce que tu as bien reçu mon texto? Oui, mais je suis occupé. Ah, pardon. Et si je recommence dans un quart d'heure, 20 minutes, ce qui devait être juste une belle histoire devient quelque chose d'insistant. Ça devient moins drôle. Ça va, ça? Donc, vous voyez comment l'efficacité peut venir par insistance beaucoup moins drôle. Et dès lors qu'elle s'enferme après dans le système et dans tout le reste, à ce moment-là, nous rentrons bien, dans tout ce qui va toucher la problématique actuelle. Je crois que j'ai traité presque tous les mots, à quelques détails près. Oui, l'être humain, quand même. Vous m'avez parlé de l'être humain. Alors, le mot être humain, ce sera peut-être ma conclusion, puis après, s'il y en a 2 ou 3 autres, je les traiterai dans notre conversation juste après. Alors, le mot être vient du latin populaire essere, du grec enai, qui renvoie à l'idée d'origine de croître, pousser, avec une filiation à le terme grec de physis, qui renvoie à la physique, ce qui croît. C'est un verbe d'existence qui existe. Mais c'est devenu, pour le coup, et on le voit principalement au XXe siècle, un verbe identitaire, je suis. Alors aujourd'hui, on a tout. Je suis surdoué, je suis hypersensible, je suis un THQI, je suis un HQI, je suis un centaure, je suis tout. Je suis écologiste, je suis écoféministe, je suis. C'est un problème. Pourquoi? Ce n'est pas une provocation, c'est un problème, au sens probléma du terme. Pourquoi? Parce que ça nous obstrue. Dès lors que nous nous réduisons à ce petit mot « être », nous nous réduisons à l'identité. Quand nous réduisons à l'identité, nous nous réduisons au ti aristotélicien, je la refais, au ti aristotélicien, c'est-à-dire le quoi. Et l'identité, c'est du quoi. Quoi je suis. Sauf que quand je me mets dans quoi je suis, je deviens un objet mesurable, donc économique. Et dès que je deviens un objet mesurable économique, eh bien je deviens manipulable, par principe. C'est le principe du ti, du T. Donc c'est un verbe d'existence qui marque effectivement, même de manière originelle, le terme être qui renvoie aussi à une notion de résidence, le où je suis. On doit peut-être le garder dans ce sens-là d'ailleurs. Et qui oppose la réalité à l'apparence. Je suis intelligent. C'est toi qui le dis. Il faut le prouver maintenant. La preuve par l'objectivité. Qu'est-ce que tu as produit? Donc, il m'arrive d'intervenir, j'ai pu intervenir en 2020 pour une grande organisation internationale dont je tairai le nom, qui traite effectivement des sujets de l'intelligence.
Et j'ai eu affaire à des personnes avec qui nous avons une conversation constructive sur le sujet. Donc c'est des gens qui sont diagnostiqués, enfin en tout cas mesurés à THQI, THQE, etc. Et dans mon ton de voix, il n'y a pas de sarcasme. Mais se posait la question du potentiel, puisqu'il y avait aussi une notion de très haut potentiel. Alors, je pourrais en parler un petit peu, puisque j'ai 2 thèses sur ce sujet, j'ai passé 8000 heures sur le mot, et s'est posé la question qui était très simple, c'était de dire, mais finalement, vous qui êtes très HQI, donc très haut quotient intellectuel, ou surdoué, on pourrait discuter 2 minutes sur le mot, qu'avez-vous produit au cours des 6 derniers mois d'objectivables qu'on peut observer et qui valident la qualification identitaire de surdoué ou de THQI. Et vous voyez que dès lors que nous voulons objectiver l'identité, eh bien ça devient très compliqué, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas objectiver l'identité puisque c'est une construction. C'est intéressant quand on veut s'appréhender, ça devient dangereux quand on s'y enferme. Donc ça c'est l'être, qui renvoie après effectivement à la notion d'un état, d'une situation, du sujet, d'une localisation, mais aussi d'attributs, de qualités essentielles d'un sujet. Et on voit comment on a une évolution majeure à partir du 19e siècle, avec entre autres la psychologie, qui va se permettre quelques libertés sur ce sujet, depuis qu'avec la Révolution française, il y avait l'idée que tout être était égal. Sauf que l'égalité de la Révolution française, il ne faut pas s'y tromper, renvoie à l'idée simple que toute personne qui n'a pas les aptitudes naturelles pour se donner à manger et pouvoir avoir un toit doit être soutenue par l'État. C'est ça l'égalité à l'origine. Et la raison pour laquelle la guillotine est arrivée, c'est que derrière, c'était en coupant la tête du roi et de nombreuses personnes, c'était d'enlever le 1, c'était de montrer que le roi n'était qu'un humain, donc un individu, un au sens du préfixe 1 de l'unité, et que si on coupe la tête, on n'a plus d'un, on devient individu. Vous voyez? En faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé la porte ouverte à la mesure, on a laissé la porte ouverte à l'identité, on a laissé la porte ouverte à tout ce qui permettait de ramener l'individu à une case. Et on est rentré tout chousse dès 1905 avec l'apparition du quotient intellectuel et Binet. L'humain, humanus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, propre à l'homme, qui a l'homme pour objet, mais un terme qui vaut autant pour l'homme et la femme, genus hominum. Donc ça c'est intéressant, qui renvoie aussi, intéressant parce que ça renvoie à la notion de créature raisonnable. Mais nous n'y trompons pas, l'homme par opposition à Dieu, puisque l'homme, humanus, c'est celle qui est sujet à l'erreur. Par principe, nous commettons des erreurs. C'est pour ça que nous ne sommes que des humains. D'accord ? Et voyez aussi pourquoi, pour ma part, j'évite de mettre le mot « être » devant « humain », puisque c'est finalement subordonner l'humain, propre à l'homme, né de la terre, à l'être, ce quoi essentiel, cette qualité essentielle, ce sujet qui doit rendre service. Et pour lequel, finalement, à un moment donné, toute la chaîne s'enchaîne, pour le coup. Donc, peut-être, ce serait ma conclusion. En retrouvant, en nous réappropriant notre humanité, c'est-à-dire ce par quoi et ce d'où nous venons, c'est né de la terre, eh bien, nous pouvons nous approprier notre état sauvage. C'est-à-dire finalement, ce qui nous met dans une continuité, ce qui nous permet de réappréhender justement ces notions de fait pour la forêt. Non pas qu'il faille retourner vivre en forêt, entendez-moi bien, mais c'est ça aussi le jardin, se réapproprier les paysages, se réapproprier les bosquets, se réapproprier nature. Non pas dans un rapport économique. Je rappelle que économique, c'est nomos oikos, c'est-à-dire que le numéraire de la nature, mais bien se réapproprier la vie tout court. Alors là encore, nous pouvons collaborer avec la nature, elle nous donne bien et on peut avoir du nomos avec elle, c'est pas un sujet. Mais à quel moment sommes-nous en équité avec nature? C'est-à-dire cet état qui fait que l'un nourrit l'autre et on peut avoir une propension positive, au sens chinois, c'est-à-dire qui n'obstrue pas et qui fluidifie. La naturalité, faut-il mettre le IT derrière naturalité? Est-ce nécessaire? Je ne suis pas sûr. La notion de paysage, je l'ai abordé. Le mot nature, je l'ai abordé. Durable, en tout cas, qui s'inscrit dans un continuum vital. C'est-à-dire cette vitalité qui n'a pas besoin du mot. Si demain on disparaît, ce qui est nature continuera. Donc, durable au sens, ne l'obstruons pas, finalement. Voyez, n'obstruons pas ce qui est existant. Je regarde les mots,
Et voilà, n'obstruons pas. Et peut-être sachons nous échapper, pour le coup, du système, de ce qui a été construit, à la fois par les normes, à la fois par le légal, mais aussi finalement par les mots. Les mots qui sont devenus parfois la propriété de quelques-uns. J'ai entendu d'un amant, pas plus tard, il y a 3-4 jours, là, le terme écoterrorisme. Excusez-moi, mais un instant. Je rappelle que le mot terrorisme, le radical terror, qui veut dire effroi, épouvante, vient quand même justement de l'après-révolution. Ça vient du régime de la terreur, entre 1793 et 1794. C'est un régime français. Et le terroriste français, donc, décline de cette période de terreur, c'était un agent d'un régime de terreur. Est-ce approprié de nommer de terroriste toute personne qui dégrade quelque chose, même si c'est avec violence? On appelle ça un criminel, au mieux, d'accord? Ou un imbécile, au pire, ou dans les deux sens. Mais attention à voyez, de parler à nouveau écoterrorisme comme écoféminisme, vous voyez pourquoi je suis prudent dans l'association de ces mots pour lesquels d'un coup, repris par Twitter, repris par les réseaux sociaux, ça devient force de loi, force de vérité, populaire en tout cas. Voilà, donc merci d'abord de votre écoute, en tout cas de votre attention, de ces quelques mots qui nous offrent de nouvelles perspectives, me semble-t-il, qui nous ont quelques-uns, il n'y en a même pas une petite vingtaine, vous voyez, mais une 20 parmi l'immensité des quelques milliers de mots que nous avons, voyons à quel point nous avons une ressource considérable et qu'on peut, par analogie, largement comparer à la diversité humaine, à la diversité naturelle. C'est-à-dire que la nature ne se résume pas au maïs ou à quelques végétaux qui nous nourrissent. C'est bien plus large. Eh bien, je pense que se réapproprier la richesse des mots, c'est aussi se réapproprier une forme de liberté. Et donc une manière de réinventer ou de se réapproprier la manière dont nous pouvons justement collaborer avec nature et donc avec les autres humains. Voilà. Merci à vous. Et j'ouvre, oui, si. Faisons du bruit, faisons du son. Ouvrons maintenant le temps à la conversation, pour celles et ceux qui le désirent avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque de retrouver le sens des mots et qu'est-ce que ça vous évoque de les mettre en dynamique, ces mots, ensemble? Oui, Marie. Alors, bravo, très brillante et extrêmement différente. C'est vrai que c'est un petit peu le pas de côté nécessaire aujourd'hui, où la pensée a tendance à se réduire, à se cantonner, etc. Et en fait, cette réappropriation des mots est libératrice. C'est-à-dire qu'elle ouvre le champ, c'est-à-dire qu'en apprenant à en considérer, ce que j'ai compris de ce que vous me disiez. Oui, tu dis, on se connaît, donc faisons simple. Tu me dis you dans ces cas-là, ça sera... Non, je blague. Voilà, tu dis cette capacité à reprendre la main en quelque sorte pour justement en se contentant à se réappropriant en quelque sorte le sens, la signification, c'est aussi libérateur pour sortir d'une certaine forme d'enfermement de la pensée qui nous conduit aussi à une certaine vision du monde un peu étriquée. Et tous ces mots de l'écologie me font penser, moi, à cette agriculture qui est un peu l'agriculture de la monoculture aujourd'hui, etc. Par analogie, en fait, on a réduit un petit peu, on a voulu domestiquer à l'extrême, quitte à perdre vraiment cette, le sens premier du vivant, en fait. Donc c'est des vues de l'esprit qui emprisonnent. Et le fait de se réapproprier ces mots, donc ce biais-là, façonne l'esprit pour justement s'ouvrir et résoudre des problèmes aussi par la pensée, en créant de nouveaux chemins, en fait, par la pensée avec le mot, pour repenser aussi nos défis écologiques actuels. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais pour moi, ça ouvre vraiment ça réinterroge notre manière de penser avec un côté libérateur, sortir de la projection. Si je devais juste donner le point, je dirais, et pas pour te reprendre, mais ça permet déjà à nouveau de méditer au sens plus fort, c'est-à-dire de réorganiser nos idées. Oui. Penser étant un acte de construire, c'est-à-dire que méditer pour construire. Tu vois, voilà, on médite
d'accord? Et ensuite on construit, Ouais. le cas échéant. Comment vous souhaitez peut-être interagir ou par rapport à ce que dit Marie là, qu'est-ce que ça vous évoque ou qu'est-ce que ces mots C'est d'accord avec ce que vous dites. On le voit avec toutes les constructions de concepts un peu prêtes à penser, justement, comme développement durable, redressement. Il y a toutes sortes de termes qu'on entend partout, tout le temps. Même dans une certaine. Alors, je crois que c'est sûrement dans une émission sur France Culture que j'entendais, je ne sais plus exactement quel scientifique passionnant, parler du réchauffement climatique, où il s'était rendu compte avec le recul que d'abord il était très mal compris et qu'en fait ils avaient voulu prendre deux mots assez simples, assez facilement compréhensibles, mais en fait d'entrée de jeu ils auraient mieux fait déjà de parler de dérèglement climatique, mais ce qui insinue des choses plus complexes, qui ont un réchauffement, tout le monde comprend. Enfin, voilà, on a le four, on a la plaque chauffante, on met le doigt dessus, ça brûle. Un dérèglement, bon, une machine qui marche mal, on la répare et puis c'est reparti, youpi, c'est magnifique. Et en même temps, c'est moins sensible. Un climat qui se dérègle, c'est pas aussi simple à anticiper. Et c'est là qu'on voit que effectivement tous ces. Oui, il y a ça, et puis il y a derrière, je pense aussi la volonté de cloisonner, d'avoir des choses assez simplistes, assez faciles à répéter, à reprendre, une espèce de doxa, presque de la liturgie au sens religieux du terme, où on prend des mots à non plus finir, mais qui finissent par ne plus avoir de sens eux-mêmes. Et je pense qu'effectivement de revenir à la racine de ces mots, à leur histoire, à leur étymologie, ça permet justement de voir à quel point quelquefois c'est la manipulation, c'est la doxa, etc. Alors, mais c'est important parce que ce fameux sujet de l'étymon, qui d'ailleurs aujourd'hui est désuet, les ouvrages d'étymologie se vendent quasiment pas, et c'est normal parce que réintégrer l'étymon, c'est se réintégrer notre histoire tout court. Probablement. Ensuite, c'est réintégrer la possibilité de justement méditer et de penser, au sens le plus fort du terme. Ce dont vous parlez, cher monsieur, vous faites référence à la pensée cartésienne. Rappelant la pensée cartésienne, une pensée d'analyse, fondamentale analytique, et qui ne peut fonctionner que s'il y a une vérité. Elle est confortable, cette pensée, puisqu'elle n'a besoin de rien d'autre d'elle-même. C'est toute la grande problématique de la mathématique fondamentale qui a tout fait pour s'émanciper de l'expérience. Même Poincaré s'y est cassé les dents. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien apprendre. Or, l'expérience, c'est bien la variable. Et la variable, on ne la maîtrise pas. On ne la maîtrise pas. En tout cas, on croit la maîtriser, mais on ne la maîtrise pas. Quand vous maîtrisez les mots, vous avez un effet, je donnerai une analogie avec Édouard Lorenz, climatologue, sur la notion d'effet papillon, la dépendance sensitive aux conditions initiales. Ce principe, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un peu complexe, puis je ne pas rentrer trop de temps, mais je fais une analogie qui me semble juste par rapport aux mots. C'est-à-dire que la dépendance sensitive aux signifiés initiaux. C'est-à-dire que juste quand on a à peu près un seul mot sur lequel on s'entend, ça fonctionne. Quand on arrive à 2 mots, ça devient déjà plus vite compliqué. Lui, il était à 6 variables après la virgule. Si vous changez, vous verrez, c'est quasiment très difficile de se mettre d'accord sur 6 mots et les mettre en application les uns derrière les autres. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, d'accord, qui est autant applicable en météorologie qu'en linguistique. Et quand vous voulez faire évoluer quelque chose, en tout cas dans une langue, reprenez donc, c'est pour ça que les mots corrects sont importants, parce qu'eux, ils peuvent fonctionner par corrélation. Et vous pouvez mettre des synonymes. Mais si vous travaillez par concept, vous fissurez la pensée. C'est tout le modèle qui fait qu'après, on peut manipuler. D'accord? Mais en revenant, et ce n'est pas donc des timons, c'est la langue tout court, qui est construite et qui a des règles, non pas pour nous enfermer, mais au contraire pour nous libérer, au sens de liberitas. Un autre retour, un autre partage Tout le long, quand j'ai entendu Sauvage, ça m'a fait un souvenir quand j'étais aux études dans un exposé, c'était sur l'enfant sauvage. Et c'était pendant un cours d'histoire, c'était l'histoire des sens à Rennes 2. Et c'était vraiment passionnant. Et moi j'avais eu un exposé. C'était travaillé sur l'enfant sauvage, je ne sais plus, peut-être je fais une erreur. Il y avait eu un film aussi, je crois, de Truffaut, là. Et ça avait été passionnant. Et tout l'exposé, il nous avait fait travailler sur le mot sauvage. Et tout le monde avait commencé à dire oui, vous voyez, cet enfant est sauvage. J'ai dit mais pourquoi vous le jugez? Et il nous avait pris à revers du truc pour nous mettre à la place du médecin et à la place de l'enfant, essayer de nous faire réfléchir. Oui. Alors c'est très... Oui, pardon, je vous en prie, terminez. Non, voilà, c'était ça. C'était vraiment d'un coup, ça m'a renvoyé à tous ces mots sauvages ou pareil, les termes
tous les termes grecs, je trouve passionnants. Moi, je rêverais maintenant d'apprendre le grec et le latin. Tout à coup, quand j'ai entendu sauvage, je me suis rappelé d'un mot, je ne sais pas si c'est des fois des souvenirs, c'était le mot barbare. Je me rappelle que les Grecs, hein, ils disaient barbaroi, c'était un étranger normalement. Qui n'est pas le jeu. Mais il y a encore une autre signification encore plus précise qui est donnée. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant parce que, vous voyez, le film qui a été parti pris fait une erreur. C'est qu'il fait de l'enfant qui n'est pas propre, qui a des cheveux sales, sauvage. Non, il n'est juste pas propre. Or, d'un point de vue sauvage, je suis désolé, les animaux sont propres. Donc on aurait dû montrer un enfant propre. D'accord ? Dans le monde animal, les animaux sont propres. Voyez ? Et ils ont une capacité justement de propreté que parfois nous-mêmes, humains, n'avons pas ou n'avons plus. Hein, voilà. Donc on voit comme le parti pris d'une idée subjective de ce que doit être le sauvage. Or, sauvage, je reviens dessus, c'est fait pour la forêt, qui est à l'état de nature. L'enfant en nature, je veux dire, un enfant nouveau-né, il est sauvage par principe. Si je vais aller jouer. Mais vous voyez comment la manipulation, la construction fait... On peut s'en sortir, on n'est pas obligé de rester sur cette idée arrêtée. On peut revenir à... Et c'est ça que ça sert, c'est-à-dire que ce mot dit, finalement, oui, quand je veux retrouver quand je veux revivre nature, je veux retrouver mon état sauvage, au sens le plus fort du terme. Et on peut être dans un état sauvage en étant parfaitement bien intégré, pour le coup. Ça va si je vous dis ça ? Et c'est ça qui devient ressourçant, et c'est ça qui devient, qui dessert l'étau. D'accord ? De la pensée. Pas un peu le projet rousseauiste donc... Ah, avec les 3 mètres, oui, mais alors, oui, on pourra en parler quelques autres, mais dans Rousseau, on a effectivement l'éco-formation, la formation par la nature, hein, l'hétéroformation, la formation par les autres, l'auto-formation, la formation par moi-même, qui n'est pas l'autodidaxie, et effectivement l'éco-formation, comment les choses nous forment. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a une nuance, c'est que là, on est déjà dans le processus pédagogique et andragogique, si on est du côté adulte, alors que là, on est dans ce qui est à l'état nature, de nature. Autre Morgane, et vous? On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Du coup, je me pose des questions sur si je veux parler de choses là dans la science pratique, qu'est-ce que je dois utiliser par exemple? Je vais parler comme ce que je fais moi en tant que chercheur, c'est que d'abord je reviendrai au principe de la science première, c'est l'étude. On devait parler des sciences dures et des sciences molles. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est sarcastique, d'accord? Blagueur, je suis breton, je suis blagueur. Les bretons sont blagueurs. On est tous d'accord là-dessus. Ok, bon. Mais les sciences dures, non, le schiste est dur, le granit est dur. Hein, et la gelée est molle. Il n'y a pas de science molle, il n'y a pas de science dure. Il n'y a que des sciences justes, éventuellement correctes. Et on ne peut pas parler de sciences dures. Ce qui fait qu'on appelle les sciences dures, c'est celles qui sont objectives. C'est ça qu'il faut retrouver, historiquement. Et ce que je veux dire, c'est la chose la plus simple. Retrouver les fondamentaux de la science. Aller à l'étude. Et lorsqu'une science dérive vers le concept et dérive vers l'idéologie, c'est plus une science. Il se passe des choses étranges dans cette salle. Elle est d'accord. Vous voyez ? Et en tant que chercheur, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. C'est-à-dire, voilà ce qui est posé et voici ce que ça entraîne comme problème aujourd'hui. Or, voici ce qu'on veut et voici quels sont les mots précis. Revenir au sens correct des mots et repenser. Et ça, en tant que chercheur, c'est même un devoir de le faire. Voyez ? Mais le faire avec élégance, puisque l'élégance, ça veut dire ne pas critiquer au sens malveillant, parce que le mot critique, à la règle, on critique une œuvre, mais dans le sens péjoratif, c'est critiquer une personne. Non, c'est bien, quand j'ai écrit un ouvrage sur les talents, il y a 4-5 ans de ça, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas attaqué de front le talent tel qu'il était développé. Je l'ai déconstruit. J'ai fait une déconstruction. Et quand on déconstruit, c'est comme quand on fait une rénovation de bâtiment. Quand on détruit, on vient avec la boule, on casse tout. D'accord ? On détruit. Quand on rénove, on déconstruit. On réapprend de ce qui a été fait. C'est, me semble-t-il, ce que doit faire le chercheur, une forme d'archéologue de la pensée. C'est-à-dire qu'il va commencer par déconstruire le concept, qui n'est pas une théorie. Il y a une confusion chez les chercheurs entre concept et théorie.
Ça génère du débat, mais pas longtemps, parce que l'avantage d'être historien des mots, c'est qu'à un moment donné, je recadre. Je suis chercheur aussi, donc non. Et la théoria, on est clair. La théoria, c'est je me déplace ailleurs, je regarde ce qui existe et je le ramène chez moi. Ce qu'on a fait avec la boussole. D'accord? Okay. Mais le concept, j'agrège des idées, je fais en sorte que ça tient et je le pose. C'est pas du tout le même procédé. On ne peut pas élever un concept au rang de science. Normalement. Normalement. D'accord? Donc c'est pour ça que le mot talent, il n'y a pas de vérité scientifique. L'intelligence non plus, puisque en plus on l'a utilisé au XXe siècle au sens figuré. On ne fait pas du mot figuré intelligence une science. Ça va, je vous dis ça? Je pense que je réponds à votre question. Donc repartez à l'étude, d'accord? Déconstruisez avec, en ouvrant la porte. C'est-à-dire que sinon c'est de l'idéologie et vous tomberez dans les travers que vous voulez combattre. Mais ne jamais critiquer. Enfin, moi, en tant que chercheur, je ne critique pas. Je ne cite personne. Je pars des principes fondamentaux. Je montre comment ça opère. J'apporte des preuves, par contre, de terrain. Aujourd'hui, sur quoi je travaille, j'ai des preuves objectives qu'on peut mesurer, qu'on peut évaluer. D'accord? Après qu'on ne soit pas d'accord, c'est autre chose. Mais ce n'est plus un sujet d'objectivité. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez, si vous voulez faire des photos, je vous les donnerai, si vous voulez, vous pouvez photographier, ça va permettre de reconstruire la pensée. Et c'est ça qui va permettre de faire. On médite, on fait des investigations, et après, on se dit, mais finalement, à partir de quand s'est-on égaré? Dès qu'on a défini l'égarement, on sait pourquoi ça ne marche pas. Me semble-je. Ça vous va, Marianne? Ouais. Oui, je vous en prie. J'ai une question. Avec l'idée de revenir au sens premier, qu'est-ce qu'on peut faire alors des nouveaux mots? Parce que de fait, dans le langage courant, on peut les comprendre. Et ça veut dire qu'on peut plus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut plus créer, donner un sens nouveau? Est-ce que on peut pas, ça peut pas justement faire fructifier le mot de base ou le sens de base que de donner une nouvelle inclinaison par rapport à l'époque? Et est-ce que justement le fait de devoir revenir avec l'obligation de revenir au sens premier, est-ce que ce serait pas retomber justement dans un enfermement d'un autre sens et du coup de se faire interprétation? Alors j'espère que je vais conclure définitivement avec le mot enfermement. Vous enfermez un mot quand justement vous le sortez de son sens séculaire. Je vais préciser parce que c'est vraiment important. Nous avons la chance d'avoir des radicaux, des suffixes, des préfixes. Ça vous donne une matière considérable. Nous avons le grec, nous avons le latin. Nous avons l'espagnol, nous avons l'italien. Par exemple, dans le cadre de mes travaux, le mot étymologie ne me convient pas. Étymon, logos, qu'on attribue à Cicéron. Or, le problème de Cicéron, qui est un avocat, un narrateur, c'est qu'on fait dire au mot étymon ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'on fait dire voilà, le sens vrai des mots. D'accord? Donc l'étymologie, c'est avoir le vrai sens des mots. C'est incorrect, puisque étymon, ça veut dire l'origine du mot. Et dans l'origine, il y a sur quoi il se rapporte concrètement dans les faits et dans la pratique. Donc en fait, c'est très simple. Pour créer un mot, l'un des mots qui a été créé en 1932, c'est surdoué, par exemple. Tout le monde utilise le mot surdoué aujourd'hui pour qualifier des enfants, des adultes, qui auraient des spécificités. Tout ce qui est écrit d'ailleurs à ce niveau-là est inexact, puisque le mot surdoué, et je vous invite à lire, c'est le livre de Léon Daudet, fils d'Alphonse Daudet, dans l'ouvrage, effectivement, À la recherche du beau. Je vais vous dire, c'est la page 184, c'est paragraphe 2, c'est la ligne 4 exactement. Vous aurez surdoué et comblé, c'est un syntagme. Et surdoué est construit avec le préfixe sur et avec le mot doué, c'est-à-dire de doter. Et quand vous lisez l'avant-propos, vous voyez que Léon Daudet fait référence à la pensée antique, grecque puis romaine, Minerve et Aphrodite, donc au grand principe grec qui est la métisse des Grecs, et non pas à référence psychologique. Et quand vous connaissez ça, qu'est-ce que vous pouvez savoir? Vous dire, voilà, concrètement, surdoué n'a rien à voir avec un critère identitaire. Il n'y a pas d'enfant surdoué de toute façon, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas, ça n'existe pas, c'est impossible même. Pour plein de raisons, mais la raison fondamentale, puisque le mot surdoué était inventé pour un homme, Santiago Rossignol, et autres artistes. Et en fait, l'origine fondamentale, vous allez voir, et je réponds à votre question, et oui, on peut créer de nouveaux mots, et justement, c'est ça qui est formidable, mais il y a quelques règles, d'accord? Vous pouvez construire votre maison si vous voulez, hein, mais il y a quelques règles, sinon ça va s'écrouler. Eh bien, quand il élabore ce mot, il élabore avec le référentiel derrière de techné pantoyer. La techné, la manière, pantoyer, le multiple. Surdoué veut dire littéralement celui et celle qui survole les multiples pratiques artistiques. Multiples pratiques. Donc surdoué désigne une multitude de pratiques
élever au sens de la maîtrise reconnue et non pas qualifier une personne dans une identité sous prétexte qu'elle serait mal à l'aise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez créer n'importe quel mot. Pour ma part, je suis en train de travailler sur le mot étymogénie, par influence de la phylogénie, parce que le mot étymologie est conditionné par le logos. Mais si je travaille sur l'étymogénie, j'invente un mot qui me convient mieux. D'accord? Génésis, donc la parenté, l'histoire, et étymon, l'origine. Donc, et là, on a un élément qui est intéressant. Je viens d'inventer un mot qui tient, qui est défendable d'un point de vue historique, grec, d'accord? Et qui répond à une utilité concrète. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Enfin, oui. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez, bien sûr. Et ça se fait. Donnez-moi un exemple de mot qui a été inventé dernièrement. Enfin, ma question, ça portait plus sur le fait de donner un sens nouveau et que qu'on puisse détacher, utiliser un mot et dans un... Pas toujours en se rattachant à justement son origine ou ce genre de choses. Il y a un peu l'idée qu'on part avec un bagage de sens premier et qu'après on fait toujours par rapport à ça et que donc on ne peut pas créer un nouveau bagage parce qu'on doit toujours se ramener. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un mot seul ne sert à rien. Il faut toujours un mot devant, un mot derrière. D'accord? Donc un mot ne vaut que parce qu'il y en a un avant, un derrière, puis après. Donc j'ai parlé de corrélation. Mais si vous mettez dans une phrase un mot figuré, il ne se rattache pas aux autres, c'est une métaphore. C'est ça que je suis en train de dire. Votre téléphone, il est corrélé. Tout est rattaché. D'accord? Il y a une relation mutuelle entre tout ça, avec le système Wi-Fi qu'il y a derrière, etc. D'accord? Mais si je change de système, si je mets une puce qui ne va pas, ça ne marchera pas. Et c'est pareil pour les mots. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais que on ne peut pas changer le sens d'un mot. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le propre d'un mot, comme par exemple perspicacité, va avec perspicuité. Mais le mot perspicuité a disparu, on lui a préféré le mot évidence. Sauf que le mot évidence, c'est le mot figuré de perspicuité. Perspicuité est beaucoup plus précis qu'évidence. Et perspicuité renvoie à cette capacité de voir à travers. Vous voyez? Ça renvoyait à la capacité de voir à travers une eau tellement transparente, tellement pure, qu'on peut lire à 5 mètres ou 6 mètres sous l'eau le nombre de pierres qu'il y a. C'est ça, perspicuité. Per à travers. Donc, on a une richesse très importante. Et c'est souvent le fait qu'on a même oublié à quoi ça sert un dictionnaire. Il y a des gens qui ne savent même plus à quoi ça sert un dictionnaire. Se réapproprier ça, je vous invite à le faire, vous verrez, c'est fascinant parce que ça renouvelle le sens de la curiosité. Et vous vous rendez compte que généralement tous les mots existent, en grand nombre. Et si vraiment ça n'existe pas, alors à ce moment-là, on peut en inventer un, on peut le créer en respectant, comme je le propose, quelques règles qui sont très largement suffisantes avec l'immensité disponible à notre disposition. Vous voyez? Mais, me semble-t-il, ce sera peut-être provocateur, mais on est comme très paresseux, hein, donc c'est plus simple de prendre un mot, d'avoir un effet coucou, hein, comme les coucous le font, hein, ils virent les œufs du nid, on y met ce qu'on veut, ça ressemble à peu près, ça va fonctionner, maintenant c'est la vérité. C'est ça qu'on fait. Ça marche, mais pas longtemps. Donc il y en a beaucoup qui viennent de l'anglais aussi directement comme ça, qui sont des faux amis. Enfin, quand vous demandez de citer un mot, j'en ai un qui m'a fait hurler le début de semaine, là c'est empouvoirment. Empowerment, effectivement. Empowerment, effectivement. Il fait sens en anglais, mais en français, le terme de pouvoir. Enfin, j'avais même pas encore réfléchi au suffixe et préfixe. Rien que le radical, il me faisait déjà hurler. Mais les perspectives encore qui ont été ouvertes pour râler. Et c'est pas tant c'est pas l'anglicisme le problème, c'est de dire que les mots anglais peuvent nourrir la langue française, et c'est très bien, ils sont les bienvenus, il n'y a aucun sujet dessus. C'est quand on finit par substituer une langue par une autre, une forme de terrorisme. Non, c'est pas le bon mot. Déjà de colonialisme, vous voyez. Oui, j'ai mis un isme bien poussé, par paresse. C'est comme effectivement aujourd'hui je vois la guerre des talents. Non, il n'y a pas de guerre des talents. Les talents ne sont pas des personnes. Les talents c'est une production, vous voyez, etc., etc. Donc on voit bien que quels que soient les domaines, les vôtres ou les nôtres, c'est le problème de la culture, notre problème, ce qui se déroule devant nous, ce qui nous obstrue. Eh bien c'est bien ce champ particulier qui est que se réapproprier les mots par famille, par synonymie, par corrélation, c'est aussi permettre de retrouver cette capacité à méditer, donc à organiser, puis ensuite de pouvoir penser, c'est-à-dire de construire. Voilà, sans s'égarer. Vous vouliez peut-être intervenir? Je vous remercie pour cette intervention et surtout le choix des mots. Parce que donc moi je ne maîtrise pas les mots.
Par contre, ce système me détruit, moi, hein, enfin, personnellement. Et puis moi, ça me fait du bien le choix des mots parce que je m'aperçois que je suis une sauvage. Et puis j'ai plus envie de débattre parce que je ne suis ni, qu'est-ce que vous dites, je ne suis ni gradée ni puissante pour avoir gain de cause hein, sur les mots. Et donc je vais construire dans mon petit coin, là, pas très loin, et puis je vais laisser faire la nature pour me construire moi et me ressourcer. Oui. Merci pour le choix du mot. Oui, en fait, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que oui, pour tout à fait dire, non pas je suis sauvage, mais je vis sauvage. Alors, je vis sauvage. Vous voyez, c'est ça que ça permet de faire. Oui, ça permet d'apporter ces nuances, parce que dès que vous dites je suis sauvage, hop, vous mettez un critère identitaire. Je ne veux pas être, et vous avez dit que être, c'était quoi j'arrive même plus à me le dire, qui doit rendre service et qui est surtout un objet utilisable. Alors ça, c'était service, mais la notion de être, qui renvoie effectivement à esserrer, hein, qui renvoie à cette idée qui pousse, hein, d'ailleurs si on peut dire pousser, mais qui renvoie à un moment donné ce critère identitaire, puisque être a été dérivé vers identité. Mais si vous dites je vis sauvage en nature, en enlevant les quelques petits déterminants, alors c'est vrai que c'est un peu plus étonnant de parler comme ça, mais au moins c'est clair dans l'absolu. Vous voyez ? C'est que quelqu'un qui ouvre le dictionnaire, il dit c'est clair, je vois très bien ce qu'elle fait. Oui, c'est ça, c'est clair. Donc elle vit à l'état de nature. On peut donc appréhender que vous vivez en forêt ou pas très loin ou dans des espaces sauvages, dits sauvages, en nature. Vous n'êtes donc pas effondré, c'est une bonne nouvelle. Oui, je veux dire, oui. Non mais c'est ça que ça veut dire, c'est que ça permet de... Ça commence à... Vous reprenez du pouvoir au sens de l'énergie, vous reprenez de la puissance. Et le pouvoir n'est pas un problème, c'est l'usage du pouvoir qui est un problème. C'est l'intention du pouvoir qui est un problème, d'accord ? Mais dès lors qu'on reprend ces mots comme oikos, c'est la maison, l'habitat. Donc je vis sauvage en oikos, dans l'écho. Vous voyez, tout simplement. Et c'est pour ça que... souvent les gens me disent oui vous êtes un philosophe. Non justement je pense que je ne suis pas philosophe et je déphilosophe. Je suis en deçà de la philosophie. Je n'ajoute pas pour être sage, sapiésis. Je n'ai pas besoin d'être sage dans l'absolu. Je me contente de méditer et de pratiquer un minima ce que je médite. Et c'est suffisant finalement. Je n'ai pas besoin de l'illusion des mots qui apportent pour faire croire autre chose que le réel, ce qui renvoie à la physicalité. Voilà. Alors ça devient très compliqué d'être homo sapiens sapiens. Ça c'est une blague, c'est-à-dire que, non mais c'est vrai, sapiésis au carré en plus, enfin doublé, c'est-à-dire que doué de sagesse 2 fois de suite. Si déjà on pouvait être, je dirais, comment on pourrait dire, allez, qu'est-ce qu'il pourrait utiliser ? Déjà humain tout court, juste ça, et juste ça. Déjà ce serait positif, n'est-ce pas ? Et ça éviterait Et c'est pour ça que j'invite souvent à enlever le mot « être », déjà trop identitaire devant « humain ». Vous voyez, déjà vivre en tant qu'humain, retrouver réapprendre un état sauvage, au sens se réapproprier le simple de la nature, par exemple. Et du coup, la technologie, d'accord, le logos de la manière dont on crée la technologie, nous permet de nous réapproprier et de travailler dans un partenariat, dans une coopération avec la nature, si on met le déterminant devant. Sans se mettre au service, sans en être esclave, sans mettre du devoir derrière, juste par générosité. Voilà, ça devrait suffire.